Eh bien voilà, c'est en préparation et ça va bientôt arriver. Donc ça y est, je crois que nous sommes en direct sur Facebook. Eh bien, vous voilà tous et bienvenue dans l'émission Confidence entre dirigeantes, la première web TV des femmes chefs d'entreprise et dirigeantes, en fait, qui représente un cercle de parole et de soutien qui met à l'honneur des talents féminins. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Corinne Inesti. Bonsoir Corinne. Bonsoir, c'est moi. C'est un honneur pour moi en fait d'être dans ton émission ce soir. Eh ben, je te remercie. Donc, moi, je suis Emmanuelle Jolivet, je suis fondatrice et dirigeante de la société Emanel, qui est spécialisée dans l'accompagnement du leadership au féminin et l'accélération du business et de la sérénité par la transformation neuro-émotionnelle. Et je suis aussi créatrice de la méthode Emanel et fondatrice de l'Académie du Leader Life au féminin. Et puis, j'ai créé cette émission dédiée à la promotion du leadership au féminin et des talents féminins, comme Corinne ce soir qui nous fait l'honneur d'être avec nous. À travers cette émission, en fait, Confidence, nous mettons à l'honneur le parcours d'une femme, comme Corinne ce soir, de ses réussites, de ses difficultés, de ses apprentissages, de sa vision, en tout cas de l'entrepreneuriat, de la crise aujourd'hui et de comment en sortir. Et l'idée, c'est de vous permettre de bénéficier en tant que femme chef d'entreprise qui nous regardez. Et merci à toutes d'être là ce soir, et puis aux hommes également. Ça va vous permettre de bénéficier d'éclairage, de conseils et aussi d'enseignements. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans tout parcours, finalement, on s'aperçoit que on vit des hauts et des bas et ça nous fait du bien de les entendre en tant que femmes parce que parfois, ça nous donne l'impression que c'est possible. Et souvent, on va venir se freiner. Et quand on voit finalement que d'autres l'ont fait, ça nous donne en tout cas du courage pour continuer à avancer vers nos rêves et nos visions de chef d'entreprise. Et ça, c'est important. Donc, par rapport, donc Corinne, elle est présidente et fondatrice du cabinet d'expertise comptable Corinne Inesti et elle est présidente de la CPME 13, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône. Et ce qui est important, c'est que c'est la première femme élue depuis la création de la CPEM 13 et elle succède en fait depuis le 18 février, c'est ça Corinne, je ne me trompe Tout à pas, fait, tout à fait. à Alain Gargani. Et Corinne est aussi membre de FCE, l'association Femmes Chefs d'entreprise. Et alors, pourquoi Corinne est là ce soir? Eh bien, parce que Corinne, en fait, je l'ai rencontrée il y a à peu près 2 ans et demi, hein, c'est ça? Tout à fait. Par l'intermédiaire en fait d'une personne de mon réseau, Christine, qui est photographe. Et Corinne est devenue, en fait, je suis devenue sa cliente puisque Corinne est le cabinet d'expertise comptable avec lequel je travaille. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que j'ai commencé à connaître Corinne. Et c'est là que j'ai eu envie de l'inviter. Et merci d'avoir accepté mon invitation, Corinne. Parce que en tout cas, j'ai senti chez Corinne vraiment, et puis je le vois tous les jours, hein, une femme très impliquée dans sa carrière, pour ses clients, et le milieu associatif économique depuis très longtemps dans lequel elle est. Et c'est une femme, en fait, Corinne, qui dirige avec la tête et le cœur. C'est une femme auquel on s'attache rapidement, qui a énormément d'authenticité, d'empathie, de bonté et qui fait vraiment qui fait du business vraiment avec sa tête mais avec son cœur. Et ça, aujourd'hui, ces valeurs féminines, cet équilibre féminin-masculin dans le business, en tout cas, c'est porteur, ce côté collaboratif est très porteur d'avenir.
Et Corinne, en tout cas, c'est ce qu'elle a dans ses tripes. C'est une grande professionnelle, en tout cas, qui est reconnue dans son domaine. Donc maintenant, je dirais qu'on va lui donner la main parce que c'est elle qui va nous parler de son parcours, de son histoire, comment elle en est arrivée là aujourd'hui. Et vous allez découvrir derrière peut-être la personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, une femme avec un parcours brillant, incroyable et en toute simplicité et authenticité. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui, parce que avoir Corinne à la tête, je dirais aujourd'hui, d'un syndicat patronal avec toute sa simplicité, son authenticité dans sa façon de faire les affaires, eh bien, je trouve que elle fait déjà des actions remarquables depuis peu, en tout cas avec tout son engagement pour les entrepreneurs et pour les entreprises de la région. Alors maintenant, Corinne, je vais te donner la main et on va rentrer en tout cas dans les confidences, dans ton joli parcours. Donc Corinne, est-ce que tu peux nous dire déjà quand et où tu es née? Oui, alors déjà, je voulais te remercier pour cette présentation qui me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. C'est pas dit cerveau et cœur à la fois. C'est vrai que c'est deux organes qui fonctionnent ensemble chez moi et tu l'as bien vu. Alors, je suis née en 1959, j'ai 61 ans et je suis née en Algérie. Je suis née près de la frontière d'ailleurs avec la Tunisie, ça s'appelait Bonn, aujourd'hui on dit Annaba. Et donc, c'est parce que mes grands-parents siciliens sont arrivés un jour de leur Sicile où il était difficile de pouvoir subsister et se sont retrouvés un jour vivre là-bas en Algérie où ma maman est née et où je suis née 27 ans plus tard. D'accord, ok. Et donc, où est-ce que tu as vécu ton enfance finalement Bien, comme la plupart des pieds noirs, hein, puisque effectivement, nous avons été rapatriés. Et après une première année sur Rouen, mon papa étant marseillais, puisque lui, il avait rencontré maman là-bas en Algérie, mais il venait de Marseille. C'est tout naturellement que dès qu'il a pu retourner et vivre sur Marseille, donc en 63, eh ben, j'ai réintégré, sans la connaître, la ville dont mon père était originaire et dans laquelle j'ai vécu, sauf une petite parenthèse de 10 ans sur 10. D'accord, ok. Et voilà. Et après, voilà. Donc, tu as vécu principalement, tu es une Marseillaise. Ah oui, Même je me si sens tu es totalement d'origine. marseillaise. Voilà, Totalement exactement. marseillaise. Et donc, toute ton enfance, donc j'ai bien compris, tu l'as passée et ton adolescence à Marseille. Et puis bah, aujourd'hui, tu y es encore, à part une petite parenthèse, comme tu disais, à Nice, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Sinon, j'ai envie de te poser comme question, qu'est-ce qui a marqué ton enfance? C'était Alors, quel type de petite fille? alors je pense que j'étais ce qu'on appelle une petite fille un peu modèle, parce que j'étais plutôt bonne élève, j'étais plutôt sage. Euh, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont beaucoup encouragée, beaucoup valorisée. Donc, une enfance facile, heureuse, avec deux frères, parce que j'ai deux frères qui sont légèrement plus jeunes que moi. On se tient, on a 1 an et 2 ans d'écart. Donc on se tient vraiment, on est très proches. Mais donc, j'ai vécu une enfance, je dirais, normale, hein, s'il fallait la qualifier, parce que pour moi, bon, c'était normal que les parents soient à la fois aimants et sévères quand il fallait l'être. Il était normal qu'on étudie à l'école et qu'on ait de bons résultats. J'avais des amis, tout se passait bien. J'ai passé une belle enfance, voilà, une belle enfance. Oui, d'accord. Donc, il y a eu une belle enfance. Et puis, euh, tu m'as dit Entourée par aussi, la famille aussi, entourée oui, par... voilà, tu disais que en fait, euh, quelle, quelle valeur tu as gardé finalement de cette enfance, de cette histoire sicilienne, algérienne quelle valeur tu as gardé aujourd'hui qui Alors, sont... ben, dans notre histoire, la famille est très, très présente. Je me souviens plusieurs années où nous allions régulièrement en vacances chez les uns, chez les autres, et on avait une grande joie de se retrouver puisque maman avait plusieurs sœurs et frères
qui était revenu aussi d'Algérie, mais qui s'était retrouvé ou du côté de Grenoble ou du côté de Clermont-Ferrand, et surtout une famille qui avait rejoint la ville de Rome. Et donc, nous avions beaucoup de vacances en famille dans cette magnifique capitale. Et j'ai ces souvenirs de réunions de famille, d'amour, de joie de se retrouver qui marquaient nos vacances d'été principalement. Et puis bon aussi, comme beaucoup ont dû le vivre aussi, hein, du côté de papa, la famille était plutôt de côté de la Destrousse, la Bouilladis. Donc là, c'était plutôt tous les dimanches, pareil. Donc le noyau familial a toujours été pour moi une vraie valeur auquel j'ai encore besoin de me référer aujourd'hui. Oui. Après, c'était un papa marseillais, brigadier de police, macho, un peu sicilien. Donc il y avait aussi ce côté patriarcal, où je sais pas enfin, qui a été un événement marquant de mon enfance, mais en même temps, un papa qui adorait ses enfants, qui était déjà un peu à l'avant-garde parce qu'il s'occupait de nous. Enfin bon, voilà. Déjà à l'époque, Un bon équilibre, on va dire. C'est ça, malgré son côté macho, il avait du temps la journée, c'est ça, il s'occupait pas mal de vous. Oui, parce qu'il travaillait la nuit. Après, il s'occupait de nous un petit peu. Hein. Je ne peux pas dire qu'il s'occupait beaucoup, mais il aimait la nature. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup. En ayant ce temps libre, il le passait plutôt à aller faire des champignons, aller cueillir, aller faire les limaçons quand c'était la période, ou les escargots, aller à la chasse, rapporter. Moi, j'ai connu très jeune la salade sauvage et c'était un plaisir de. Voilà, toutes ces valeurs de la nature qui faisaient presque pas notre quotidien, mais quand même. On consommait déjà local, tu vois, mais nous, c'était terroir. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que cette enfance, en fait, a construit dans ta personnalité d'aujourd'hui, finalement? Qu'est-ce que cette enfance, elle a construit comme socle de ta personnalité? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui… Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait déjà énormément. Ouais. J'ai donc gardé ces valeurs de l'importance du travail. C'est pas pour autant qu'on était très exigeants au niveau de mon papa et de ma maman, par exemple. Ça venait naturellement, donc ils étaient plutôt très fiers de moi. Voilà, c'était plutôt une fierté. Mais j'ai eu ce goût pour les études, j'ai eu ce goût pour le travail, j'ai eu le goût de la perfection quelque part, parce que tant que c'était pas parfait, ça me convenait pas. Voilà, je pense, bon, mon papa, il me mettait sur un piédestal, ma maman aussi, peut-être un peu ces valeurs qui ont fait que je me sentais obligée, peut-être, hein, même si ça pesait pas sur moi, attention, hein, c'était naturel. Donc, Oui, c'était naturel. Et je faisais plaisir et ça me touchait, c'était un moteur peut-être aussi de continuer comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que tu étais une bonne élève, tu travaillais bien et tu étais valorisée pour ça, même si quelque part, il ne te poussait pas, mais en tout cas, ton travail était valorisé, mis en valeur, ce qui t'a incité à continuer à aimer être dans le souci du détail, dans la perfection, dans le contrôle, pour que ce soit toujours au top. Et à la fois, ça t'a permis, en tout cas certainement, d'atteindre les sommets auxquels tu es aujourd'hui. Les sommets, tu me flattes, effectivement. Mais c'est vrai que pour continuer sur l'évocation dont tu parles là sur mes parents, mais c'était pareil pour mes professeurs. Hein, surtout au niveau du collège, c'était un petit collège qui venait d'être construit dans le quartier nord, à Valpin, au pied de l'hôpital Nord, justement. Et c'était des profs remarquables. C'était mais des gens qui nous incitaient à donner un maximum, mais qui nous valorisaient. Et ça, c'est vrai que c'est un moteur, c'est une stimulation formidable. Oui, c'est ça. OK. En tout cas, c'est un schéma de performance que tu as développé et qui finalement, aujourd'hui, il a des atouts, puisque comme je disais, bah, il t'a permis de monter des marches. Hein, quand on a son système, en tout cas nerveux, qui est formaté à ça a des avantages. Mais quel inconvénient ça peut aussi avoir finalement d'être tout le temps dans la surperformance, dans l'exigence avec soi-même? Quel inconvénient ça peut avoir parfois, enfin que tu as pu retrouver peut-être dans ta carrière, parce que ça en a forcément. Alors, la performance, ou le goût du détail, ou le fait qu'on n'est jamais content finalement de ce qu'on fait, parce que ça crée aussi ça crée un certain manque de confiance, de doute, Oui. de recommencer, parce que tant que c'est pas parfait, de continuer. Donc c'est du stress, c'est beaucoup
quelque part, c'est une perte d'énergie, hein, parce qu'en fait, au contraire, enfin, on consomme énormément d'énergie. Mais malheureusement, à 61 ans, je suis encore comme ça, donc c'est difficile de changer. C'est vrai que l'envie d'être de faire le mieux possible à l'inconvénient. Enfin, on dit souvent le mieux l'ennemi du bien, et C'est parfois ça. donc du coup c'est que c'est beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie. Mais je Ça. lâche pas, jusqu'au bout, je vais, tant pis, Tant je vais pis, me tu vas forcer à aller. Voilà. Je dans vais la... jusqu'au bout, et même si c'est fatigant, éreintant, j'y vais et je lâche rien. Par contre, je lâche rien. C'est ça. Oui, ça t'a permis de développer un vrai esprit de détermination. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette enfance, elle est la source aussi de... Tu as parlé que tu as une enfance joyeuse. Et quelque part, ça construit quoi comme personnage aussi chez toi, cette enfance joyeuse? Euh, C'est tellement naturel que peut-être que tu t'en aperçois pas. oui, voilà, pas vraiment. Je n'ai pas connu de vraies difficultés. Ah non, je parle justement ce côté joyeux. C'est quelque chose qu'on retrouve dans ta personnalité. J'ai du mal à m'exprimer là. Si tu veux, je me suis construite comme ça, sans doute. Alors, dans ma personnalité, je sais que souvent, on me dit que je souris souvent, que je suis Ah, avenante, que je suis à l'écoute, je suis dans la bienveillance. Voilà. Après, comme tout le monde, hein, je vais pas dresser un portrait non plus à sens unique. Hein. J'ai des crises de colère. Je veux dire, ceux qui m'entendent parfois me mettre en colère le savent. Hein. Voilà, parfois j'ai un manque de tolérance, parce que le perfectionnisme que je cherche ah, chez moi, je le demande aux autres aussi. Hein, donc voilà, ah, j'ai un peu de mal. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que je suis plutôt d'un naturel à l'écoute, bienveillante. J'aime mon prochain, on va dire ça comme ça, si on reprend super. une formule. Et dans un premier temps, j'accorde toujours le bénéfice du doute. Voilà, je suis plutôt euh, ouverte. C'est ça. Et ton côté optimiste, c'est vrai que ben, on va le voir hein, au travers de ton parcours. Tu es une femme plutôt joyeuse, optimiste, chanceuse. Tu as, t'as un fond, en tout cas, qui t'ont permis ça, et ton enfance aussi. Comment ça s'est manifesté, cette chance, déjà au moment de tes études, du choix de tes études, puisque quelque part, en fait, dans ton parcours, on va découvrir que tout au long de ton parcours, cette base de joie que tu as et d'optimiste, en tout cas, elle t'a beaucoup servi, quoi. Alors, tu dis le mot joie optimiste. Je l'étais peut-être, on va dire presque naturellement. Je ne me définirais Ah, pas comme ça. Hein, mais bon, sans doute que effectivement, ça a été un attrait. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer, ma vie c'est des rencontres, ça a ça. été une succession de rencontres tout au long de mon parcours. Mais déjà, effectivement, par exemple, j'aimais les maths, hein, j'étais matheuse, mais en même temps très littéraire, hein, parce que tout en étant par exemple en terminale C, puisqu'à l'époque on était encore dans des classes ABCD, je faisais latin-grec. J'aimais ces matières-là. Donc, mais je me posais la question de mon orientation. C'était moins évident qu'aujourd'hui, les orientations. Alors forcément, quand on est en bac C, une des orientations possibles, c'est la fac de maths. Ou alors médecine. Bon, médecine, j'aimais moins. La fac de maths, j'avais mis une option, pourquoi pas, je me suis inscrite. Après, c'est vrai que au collège, j'avais eu la chance de rencontrer des personnes qui m'avaient dit, comme j'étais en fait bonne élève partout, je n'avais pas de matière où j'étais. Enfin, bon, globalement, je suis plutôt en sport. Alors, par contre, dans le sport, jamais été sportive. Mais ça fait sourire. Ça, c'était ma peur. Enfin, c'est vraiment la matière où c'est difficile pour moi d'avoir de bonnes notes, parce que je sais pas, c'est compliqué. Mais sinon, ma polyvalence et le fait de bien aimer toutes ces matières et le travail m'a fait aussi envisager de m'inscrire à Sciences Po. Et je me suis inscrite à Sciences Po Aix. Ceci dit, au moment de faire vraiment le choix, alors tu parlais, c'est une amie de classe qui me dit, tiens, est-ce que tu connais les classes prépa? Et à l'époque, on ne nous en parlait pas de la même façon. Oui, on nous parlait forcément de prépa maths sup. Mais moi, je n'aimais pas les maths à ce point-là. Et elle me dit, moi, j'ai envie de faire une prépa HEC. Est-ce que tu sais ce que c'est? Et honnêtement, moi, mon papa était fonctionnaire, ma maman travaillait dans un laboratoire de sciences aussi dans un collège.
Je ne connaissais pas le milieu de l'entreprise, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas tout ça. Oui, Et tu je sais. lui dis, qu'est-ce que c'est? Donc, elle me fait un petit descriptif, mais très sommaire. Je rentre, donc c'est en terminale, hein. Je rentre à la maison, je dis, maman, tu sais, elle me dit, oui, oui, viens, on y va. Enfin, elle voulait, elle était très curieuse, encore plus que moi. Et on est partis toutes les deux. Et j'ai assisté à une présentation des classes prépa, et notamment des classes prépa HEC à Thiers. Et j'ai eu le déclic. J'ai dit, ah ben ça me plaît, c'est quelque chose qui m'attire. Et là, j'ai laissé Sciences Po, j'ai laissé la fac de maths, et j'ai dit, je dépose un dossier en classe prépa. Et j'ai été acceptée au vu de mon dossier scolaire, il n'y a pas de problème. Et voilà pourquoi j'ai fait une prépa HEC au lycée Thiers. Donc, en fait, encore une histoire de rencontre, de situation, de circonstances qui fait que, ouf, d'un coup, ça donne un tournant à ta vie. Et qui est-ce que tu as rencontré d'important, en tout cas en prépa HEC, qui a marqué finalement le reste de ta vie, quoi, très tôt? Alors, je dirais que parfois, on dit qu'on rencontre l'amour de sa vie au bureau ou quand on fait des études. Ben voilà, moi, quand j'ai fait des études, j'ai rencontré la personne qui est devenue par la suite mon mari et le père de mes 2 enfants. Lui aussi, il était en prépa HEC avec moi à cette époque-là. D'accord, ok. Donc super. Et comment est-ce qu'il a impacté en fait cet homme qui était ton amoureux de l'époque et ensuite qui est devenu ton mari? Comment est-ce qu'il a impacté certains de tes premiers choix importants finalement dans tes études? Alors, le premier, le tout Et puis premier dans choix, ta vie, quoi. oui, oui, un choix qui m'a amené à partir 10 ans de Marseille, c'était il était originaire de la région cannoise et bon, son papa avait, par le biais de beaucoup de mutations professionnelles, été muté régulièrement en France. Et donc, lui, il avait plutôt une envie de rester une fois définitivement dans une région et construire sa vie professionnelle et sa vie privée, enfin la vie familiale, etc. Et originaire de Cannes, il adorait la région niçoise et à l'époque, le CERAM, qui était une grande école qui était parrainée par HEC à ce moment-là, qui était l'école de commerce, qui s'appelle Schema aujourd'hui, avait mis son campus sur Sophia Antipolis, faisait la promotion de cette école. Et c'est vrai que ça m'a tentée, donc je suis partie. Voilà, j'ai quitté Marseille, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes ancrages. Je suis partie avec mon chéri et je suis partie vivre à Sophia Antipolis. D'ailleurs, c'était un campus magnifique à l'époque. Je ne connaissais pas, on avait un campus comme à l'américaine un petit peu, tu vois. Ah oui. C'était Oui. vraiment, oh là là, c'était une autre vie parce que bon, le lycée de Thiers, tout le monde connaît, hein, c'est le centre de Marseille, c'est du béton, c'était pas du tout la même chose, bien sûr. Quels souvenirs, en fait, quelles émotions fortes tu as vécues à Nice parce que finalement, tu as passé 10 ans là-bas. Oui, alors j'ai passé 10 ans que je n'ai jamais regretté et qui m'ont construite, j'ai l'impression, tu sais, je t'en ai parlé, mais j'en parle à d'autres personnes. J'ai eu plusieurs vies. Donc, cette tranche de vie à Nice, ça a été 10 ans de ma vie que je n'oublierai jamais. D'abord, ces fameuses études. Déjà, quand j'arrive là-bas, le cadre dans lequel je suis pendant mes études est fantastique. Deuxièmement, je découvre des matières nouvelles pour moi, parce que comme tu es en prépa, c'est encore, tu sais, les concours, c'est C'est folle, quoi. les notes qui comptent, c'est la philo, le français, les maths, enfin, les matières de base. Hein, voilà. Oui, c'est hyper scolaire, quoi. Hyper scolaire, c'est de l'élitisme et rien d'autre, etc. Bon. Par contre, quand on arrive dans une école de commerce, on va nous apprendre des matières qui vont nous servir à justement nous orienter par rapport à un choix de carrière. Et là, je découvre 2 matières, mais qui à ce jour me passionnent toujours autant, la fiscalité et la comptabilité. Mais je découvre littéralement ces matières, hein, parce que donc c'est là qu'est née ta passion, c'est ça? Une vraie passion, une vraie passion. D'ailleurs, au point que j'envisageais, plutôt qu'être expert comptable, j'ai envisagé d'abord d'être inspecteur des impôts. La fiscalité, je l'ai peut-être pas dit, mais la fiscalité était la matière que je préférais. La comptabilité, j'adorais aussi. Mais alors, la fiscalité, il y a eu un déclic en moi. Ça me parlait, je comprenais, j'appréciais la matière. Hein. Enfin, par contre, quand on nous a dit que c'était une école à faire sur Clermont-Ferrand, je crois, à l'époque, et que qu'on serait peut-être muté régulièrement, ça a fermé mon choix. Je me suis dit, c'est ça. Donc, voilà. En fait, finalement, on aurait pu te retrouver inspecteur des impôts. Tu aurais été une inspectrice, je ne sais pas comment on dit, sympathique, mais en tout cas, voilà. Tu n'avais pas envie de changer. Donc, c'est la matière qui me plaisait. C'est la matière.
mais pas forcément effectivement le côté contrôle, le côté inspection. Hein, voilà. Bon. Oui, c'est ça. Ceci dit, le meilleur compromis, c'était l'expertise comptable. Quand j'ai fait en seconde année de prépa de Subdeco à Nice, un stage obligatoire en cabinet d'expertise comptable, là j'ai mis en pratique ce que j'avais appris. Et là j'ai vu que quand tu es expert comptable, en fait, tu es expert pas qu'en comptabilité. C'est pas vrai, on dit expert comptable, mais les études, d'ailleurs que j'ai continué à faire après, c'est des études où on doit être expert en droit des sociétés, en droit fiscal, en droit social, en droit du travail, en droit des sociétés, pénal. Et la comptabilité, alors on doit tout connaître, de la comptabilité générale, la comptabilité analytique, de la fusion. Ouais, donc c'est très très large. Donc on est bon. Et là, quand tu le mets en pratique et que tu vis dans un cabinet d'expertise comptable, et là c'est pareil, deuxième déclic, je veux être expert comptable. Donc toi, tu ne savais pas au début finalement où bien tu ne savais pas trop où te diriger. Très vite, ça s'est ouvert à toi. Finalement, tu n'es pas allé le chercher, c'est venu vers toi, quoi. Alors, c'est à la fois venu vers moi, mais ça a été un déclic, ça a été une évidence. Voilà. Une évidence. C'était une évidence. Alors, je découvrais à 20 ans, 21 ans, je ne sais plus, enfin 19 ans, je ne sais pas, véritablement des matières dans lesquelles je dis, c'est ça, c'est mon métier, c'est ça que je veux faire plus tard. Mais c'était évident, c'était évident. Donc, il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, c'est bien tombé. Et qu'est-ce que tu as pris comme première responsabilité finalement dans l'école du haut à peine de tes 20 ans déjà? Alors justement, dans toutes les écoles de commerce, il y a des associations d'élèves. Une des plus connues, déjà, le côté associatif. Voilà, une des plus connues, c'est le bureau des élèves, par exemple. Hein, pour mais dans les écoles de commerce, il y en a une qu'on ne retrouve pratiquement que dans les écoles de commerce, qui s'appelle l'AIESEC. Et l'AIESEC, c'est l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Donc, c'est évident que celle-là, on l'a trouvée là. Et nous, elle nous a, enfin, je dis nous, c'est mon mari, mon fiancé de l'époque, et quelques amis que je m'étais fait à l'école, bien sûr, parce que ça ouvrait à la fois des perspectives pour faire des stages à l'étranger, de recevoir des étudiants étrangers qui venaient chez nous, de mettre en place des missions d'études aussi, avec la chambre de commerce, de faire des voyages. Enfin, bon, c'était... Moi, d'accord, j'avais été en vacances quelquefois en Italie ou autre, mais je ne connaissais pas la plupart de ces pays, ils me faisaient rêver, quoi. Je veux dire, je suis partie en Pologne, je suis partie en Égypte et je suis partie en Grèce. Donc, tu avais plein de choses. Ces années-là. Et du coup, tout naturellement, la première année, trouvant un attrait à cette association, on s'est dit, on va faire partie du bureau. Donc, d'abord, on a été bénévole, enfin, du moins, et on a constitué un bureau. Et donc, comme j'avais déjà un goût prononcé pour la compta, on m'a dit, tu veux être trésorière? Ma première fonction de trésorière. J'ai dit oui. Et le bureau se constitue, et le président est un jeune homme. La nuit, donc il a été élu, la nuit passe, le lendemain, il arrive et il nous dit, je ne peux pas, j'arriverai pas, je ne sais pas pourquoi, je n'arriverai jamais à assurer la présidence, j'ai eu tort, je démissionne. Donc, dès le lendemain, une peur, et il nous dit, qui va prendre la suite du coup? Et on était 5-6 dans le bureau, c'était des petits bureaux. Et aucun n'a voulu y aller. Et j'ai dit, alors c'est bon, j'y vais. Voilà, c'est bon, c'est moi. Si vous voulez y aller. Il y a 20 ans, j'étais donc présidente de l'AIESEC à Nice, et ça a été une expérience extraordinaire. Incroyable. Donc finalement, tu tombes dans le milieu associatif à l'âge de 20 ans et déjà tu es présidente. Oui. Et quel lien finalement tu fais, puisque tu avais 20 ans, quel lien tu fais finalement avec aujourd'hui ton poste de présidente? C'est que 40 ans après, je vis la même chose. Ça m'a fait tout de suite tilt quand l'opportunité, donc suite à la démission d'Alain Garganier, de postuler et de candidater à la présidence du PNP, j'y ai vu effectivement un signe de me retrouver en début de carrière. Enfin, je n'ai même pas encore attaqué ma carrière parce que j'étais étudiante, mais bon, j'ai eu la chance d'exercer cette présidence. Et là, je suis un peu en fin de carrière, même si bon, j'imagine pas encore tout de suite la retraite pour autant, mais bon, c'était la boucle est bouclée, c'est un retour, voilà, c'était un signe. Donc c'est intéressant, c'est beau. Et puis finalement, donc tu fais ton école de commerce. Quelle a été ta première fonction et comment ça s'est passé? Alors voilà, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'en seconde année,
je suis donc en stage chez un expert comptable, mais vraiment, pareil, une vraie passion pour le métier, même si c'était difficile, attention, hein, je n'ai jamais pour autant trouvé que ce métier était facile, mais il me passionnait. Et tout naturellement, je me dis, bah, je ferai mon stage d'expert comptable cette fois-ci, par exemple dans ce cabinet. Et à l'époque, bon, c'était un petit cabinet, il ne pouvait pas. Il m'avait dit d'emblée, j'ai déjà un expert comptable stagiaire, je peux pas, enfin là, on ne pouvait pas en avoir deux. C'est parce que c'est expert comptable stagiaire, ça veut dire qu'on est étudiant en expertise comptable. Hein. Donc c'est normé, voilà. Alors il me dit, mais c'est pas grave, Corinne, moi je vais vous recommander auprès d'un cabinet. Et comme c'était le plein emploi en 82, c'était quand même encore le plein emploi, des offres apparaissent sur le tableau des élèves au CERAM. Donc j'ai encore pas mon diplôme en poche et j'ai une offre. Mais je ne sais pas pourquoi, un peu la déception qu'ils ne me prennent pas, je lis cette offre et je postule. Et cette offre, ben, en postulant, je l'ai eue. Et donc, c'était un poste d'abord de chef comptable, mais c'est vite devenu un poste de directeur administratif et financier, de DAF, dans une entreprise sur Nice, dans laquelle donc j'avais un peu abandonné quelque part mon objectif d'être expert comptable. Parce qu'en fait, le cabinet me plaisait, mais c'était avant tout le travail d'expert comptable qui me plaisait. Donc, que je le fasse sur plusieurs dossiers ou que je le fasse à fond sur un dossier dont j'étais la DAF, j'y retrouvais quand même beaucoup de points communs. Sauf que je venais de rentrer dans une énorme association sur Nice qui s'appelait le CACEL, qui était une association multiculturelle, sportive, etc. C'est-à-dire il y avait 8 ou 7 bâtiments éparpillés dans Nice. C'était gigantesque. Et je m'y suis plus tout de suite parce que d'abord, je retrouvais ce côté associatif que j'aime. Je ne suis toujours plus dans les associations. J'ai travaillé dans les associations et j'ai été bénévole dans les associations toute ma vie. Donc, le secteur associatif, je l'ai toujours vécu. Voilà. Donc là, on reconnaît bien en tout cas ta personnalité, ta générosité, le don, enfin le côté associatif, voilà, qui est très présent chez toi, quoi. C'est ça. Et en fait, dans cette association, je me suis énormément épanouie. Je suis même devenue directrice adjointe de l'association. Mais bon, j'avais presque fait une croix sur l'expertise comptable. Et mon mari, qui était membre de la Jeune Chambre économique et qui avait rencontré d'autres experts comptables, me dit, mais tu sais, je me suis renseignée, tu peux quand même faire un stage à temps partiel, puisque tu es DAF, en cabinet, bien sûr, et continuer tes études. Et effectivement, l'expert comptable de l'association où j'étais à ce moment-là me dit ben oui, il n'y a pas de problème, Corinne. En plus, je le connaissais bien. Ben, écoutez, venez. Donc, je travaillais 3 jours dans l'entreprise, 2 jours chez lui, ou vice-versa. C'était mais c'était normé, ça aussi. Hein. Et j'ai passé tous mes examens. Et du coup, c'est grâce à mon mari, effectivement, que je suis allée jusqu'au bout, parce que surtout, la dernière étape, c'était le mémoire. Et le mémoire, j'avais passé tous les examens qui étaient pour moi le plus dur. Mais le mémoire, c'était juste en fait bon, une obligation à faire, attention, hein, c'est plus de 150 pages avec un plan qui est agréé, etc. C'est lourd. Mais souvent, certains disent quand on est au mémoire, on a fini, le plus dur est fait. Oui, mais là, voilà, et ça, j'avais pas trop envie. Et ce qui m'a poussée à le faire, ben, c'est parce que, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'on en parle ou pas, c'est là que j'ai quitté Nice. Oui, c'est ça. En tout cas, quelle a été la cassure justement dans ton parcours, la première cassure, en fait, la première grosse difficulté finalement que tu as rencontrée? Parce que jusqu'à présent, tu as vécu des victoires, ça roule, tout fonctionne comme sur une autoroute, hein, même si quelque part, tu y mets beaucoup d'énergie, voilà. Mais ça roule, hein, tu rencontres les bonnes personnes, les situations, les circonstances, tu es heureuse à Nice. Et finalement, quelle a été cette première cassure et difficulté qui n'a pas été facile pour toi? Alors, ça a été même une vraie blessure, hein, plus qu'une cassure. Je ne voulais pas quitter Nice. J'étais certes marseillaise et quand à Nice on parlait de Marseille, de l'OM, j'étais la première à avoir l'esprit chauvin. J'étais toujours marseillaise. Mais bon, pour autant, ma vie d'étudiante, mes amis, ma vie professionnelle, eh ben, elle était à Nice. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, mon mari se plaisait absolument plus dans l'entreprise dans laquelle il était, lui, de son côté. Et une opportunité très intéressante pour lui était sur Marseille. Et donc, on s'est posé la question. Bon, moi, ça a été très difficile, mais bon, il s'était avéré qu'à ce moment-là, j'étais enceinte. Et je me suis dit, pourquoi pas? En plus, mon papa avait besoin de moi, il était malade. Tu vois, je l'ai vu encore aussi comme quelque part un appel. Mais moi, disons qu'à ce moment-là,
je suis passée de la lumière à l'ombre, en quelque sorte. C'est-à-dire que sur cette association où j'étais directeur adjoint en dernière année, je connaissais tout le monde, il y avait une vraie vie à la fois sociale, économique, des Tout amis, ce qui etc. te Et du jour plaisait, au lendemain, quoi. Tout tout ce ce qui, qui me plaisait, tout ah, ce qui te plaisait, moi je rayonnais, vraiment, l'ambiance, les liens, les connexions, la fête, bon voilà. j'avais tout juste 30 ans quand je suis partie. Donc vraiment, j'ai vécu la décennie de 20 à 30 ans sur un petit nuage. J'ai vraiment vécu 10 belles années. Ça, je ne pourrais pas dire l'inverse. Et bon, j'étais enceinte et du jour, mon fils est né à Nice d'ailleurs, parce que je tenais à ce qu'il soit niçois. Ah, tu tenais, tu disais non, je partirai pas. Quelque part, ça a été une façon de me raccrocher un peu à. Et il avait tout juste 2 mois quand on est venu habiter Marseille. Et là, bah, j'étais la maman d'un petit bébé dont je m'occupais, certes. J'avais l'obligation de faire ce fameux mémoire et je me suis dit c'est le moment ou jamais parce qu'après une deadline. Et Et alors comment tu t'es je sentie? n'existais plus autrement que par maman ou femme au foyer. Quoi, voilà. Oui, c'est ça. Comment tu t'es sentie finalement? Parce que cette décision, tu l'as prise un peu à contre-cœur finalement. Tu t'es donné la raison de bah oui, ok, je suis enceinte, ceci, parce que tu as démissionné quand même de ton poste Oui, pour bien suivre sûr, ton mari bien à sûr. contre-cœur. Finalement, comment tu t'es sentie? Parce que tu dis, tu l'as vécu comme une blessure, quoi. Tu y allais quand même, mais comment tu t'es sentie? Comment tu l'as vécu? En fait, je pensais que ça serait plus facile, hein, voilà, quand j'ai pris la décision, parce que pourquoi? Je quitte une ville, d'accord, que j'adorais, hein, mais beaucoup parce que il y avait beaucoup de liens, hein, que ce soit sociaux ou Oui, professionnels, comme tu as etc. dit. Mais je retournais dans ma ville, je retournais à Marseille, où il y avait mes parents, il y avait mes frères, il y avait une vraie vie familiale. Donc, je croyais que ça allait être plus facile. C'est en fait le fait de ne plus avoir de vie professionnelle qui m'a rendue malade. C'est pas tant, d'accord, Nice, j'aimais beaucoup, et puis à l'époque, Marseille avait un retard en développement à la fois immobilier, qualité de vie, etc. Il y avait une qualité de vie que j'avais sur Nice que je n'avais pas retrouvée à ce moment-là sur Marseille. Marseille fait depuis beaucoup progressé. Mais ça, c'était pas grave parce que j'y avais toujours vécu avant. C'est pas ça qui me dérangeait le plus. C'est que C'est du jour quoi? au lendemain, je n'avais plus de. Non, mais donc partir, ça me dérangeait pas. Mais C'est quand quoi je qui suis te arrivée, dérangeait? C'est voilà, quoi quand qui je te suis dérangeait? arrivée, mais quand je suis arrivée, je dis bien, hein, c'est pas quand je suis partie, c'est quand je suis arrivée à Marseille, c'est de ne plus avoir de vie active, de vie professionnelle, de ne plus connaître personne, à part mon papa, ma maman et quelques amis d'enfance. Mais j'avais construit ma vie professionnelle à Nice, ma vie sociale à Nice. Donc Oui, les donc là, tu premiers n'avais temps, plus de réseau, tu n'avais plus il n'y a rien. plus rien, il n'y a plus rien. Et Tu te donc retrouvais seule au monde. eh ben voilà, mon mari avait été 3 ou 4 ans à la Jeune Chambre économique de Nice. Il s'y était épanoui d'ailleurs. Et c'est là qu'il me dit: «Pourquoi tu n'irais pas à JCE Marseille?» Forcément. Et en avril, je suis arrivée en avril, donc Alexandre est né en février, je suis arrivée en avril à Marseille. Je crois qu'1 mois après, j'étais déjà à une réunion de présentation de la Jeune Chambre économique de Marseille et C'est j'y ai ça. passé 9 ans. J'y ai passé 9 ans. Et tu y es resté, ouais, tu y es resté 9 ans. Donc, nouveau tissu associatif tout de suite en arrivant. Ah, tout de suite, je m'y suis bien sentie, ça correspondait à mes attentes. Il y avait de l'action, des actions menées, il y avait du réseau, il y avait des gens qui pensaient comme moi. Je me suis retrouvée avec des. Bien, enfin, c'était une famille. Hein. D'ailleurs, c'était très très grand. À l'époque, des Jeunes Chambre économique de Marseille, il y avait presque 100 membres et beaucoup d'observateurs. Ce fait qu'il y avait un vivier énorme et des actions magnifiques et un état d'esprit, mais qui m'a fait vraiment me retrouver, mais alors avec des valeurs que je partage toujours Ça. d'ailleurs. Donc, ça t'a fait sortir en fait de ta mini-dépression là où tu étais arrivée sur Marseille, n'était vraiment pas bien. Du coup, le milieu associatif Mais t'a le fait d'être utile, redonné de nouveau le fait d'être utile. Alors c'est méchant, ça. peut-être, ça me fait de la peine de dire ça, parce que peut-être, d'accord, j'étais maman et j'adorais mon fils, j'adore toujours, attention, mais je pensais qu'il arrivait un moment où je devais retrouver une vie professionnelle et être maman au foyer en soi, ou cuisinière, ou ménagère, enfin, tout ce que je faisais, c'était pas moi, voilà, c'était compliqué. Alors voilà. Mais bon, après, avec le recul, je me suis dit que, tu sais, on parlait de rencontres, mais aussi d'appels ou de signes. Mon papa est décédé 2 ans après et il fallait que je sois à ses côtés. Les 2 dernières années, j'avais cette liberté en termes de temps, parce que je ne travaillais pas pendant la première année, je n'ai pas travaillé.
Après, je travaillais à temps partiel et j'avais du temps à donner à mes parents et ça, je ne regretterai jamais non plus. Donc, Oui. voilà. Donc finalement, les choses se sont bien faites. En tout cas, Devait se faire comme ça peut-être. oui, devait se faire comme ça malgré tout. Donc en tout cas, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que le milieu associatif, souvent quand on a des coups durs, beaucoup de femmes le disent, hein, le milieu associatif, quel qu'il soit, souvent les femmes chefs d'entreprise, à un moment donné, même quand elles ont un coup dur personnel ou un coup dur professionnel, c'est beaucoup de femmes, d'ailleurs, qu'on a reçues dans l'émission, à chaque fois qu'elles ont eu des coups durs, le milieu associatif les a énormément aidées. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de cohésion, comme tu le dis, hein, collaborative. C'est comme une famille, un réseau d'amis, quoi. Et tout à fait, tu vois, je fais un petit corollaire avec la CPME 13, même si on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on dit toujours que le chef d'entreprise doit sortir de son isolement. Et moi, c'était pareil. Là, je me sentais isolée. Je me sentais très seule. Bon, même si ma vie privée et tout le reste allait bien, hein, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'avais, dans la journée, besoin de m'épanouir différemment. Voilà. Et là, la Jeune Chambre économique de Marseille, que je salue s'il y a des gens qui m'écoutent et dont je clame les valeurs et je vous dis adhérez si vous êtes en âge, parce qu'il faut avoir entre 18 et 40 ans. Ça a été une école de formation, ça a été une rencontre d'amis. D'ailleurs, j'en connais plein encore aujourd'hui qui sont près de moi. Donc, ça a été vraiment 9 années formidables. Ok. Et comment tu as dépassé en fait cette épreuve? Donc, effectivement, tu nous as parlé le milieu associatif. Et par rapport à ton diplôme, finalement, où il te manquait le mémoire que tu n'avais pas fait, finalement, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Pendant cette période où d'ailleurs ce qui m'avait fait vraiment sourire, c'est que je m'étais un peu conditionnée quand je vais quitter Nice pour me dire je vais passer le diplôme. Comme j'avais quitté mon mari j'avais démissionné pour suivre mon mari qui avait changé de région. J'étais inscrite à la CEDIC, je ne sais pas comment on appelait ça pour l'an. Oui, à l'époque. Je ne sais même plus comment on l'appelait. Bon, ben, bon. Oui, donc je m'étais dit je vais mettre à profit ce temps nécessaire pour passer mon fameux mémoire. Oui, que tu n'avais toujours pas fait. J'étais dans les délais parce qu'on avait 2 ans, ouais, mais voilà, le mémoire. Mais bon, j'ai été obligée. Mais là, encore une fois, et s'il m'entend ce soir, il doit dire les oreilles du siffle, c'est encore une fois mon mari qui me disait mais tu n'as plus rien à faire, il n'y a que ça. Parce que le titre en lui-même d'expert comptable, à ce moment-là, pour moi, ce n'était pas une fin en soi, parce que je ne visais pas l'installation. Oui. Donc, je m'étais dit, c'est pas bien grave, parce qu'en fait, dans notre profession, on passe des diplômes. Le DEC, c'est le diplôme final, mais entre-temps, tu as des niveaux de diplôme qui te confèrent une certaine compétence, on va dire. Et ça fait rien, il me dit, passe-le. Bon, et là, il a eu raison, hein, bien sûr. Et encore une fois, il m'a poussé. Et heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme en 92, voilà, en 1992. Et tu as quand même bien servi, puisque quelque part, tu n'aurais pas pu ouvrir ton cabinet plus tard si tu. Il m'a servi 21 ans après. Il m'a servi 21 ans. Je l'ai stocké pendant 21 ans. Ça, tu l'as stocké pendant 21 ans, mais il t'a bien servi. Oui, il m'a bien servi. Donc, gratitude à ton mari. Alors, 2 fois, tu vois, la première fois pour me la faire passer, la deuxième fois pour le mémoire. Mais lui, il était assez. Il se projetait mieux que moi, voilà. C'est une fonction. En fait, je vis au jour le jour. Moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de projets qui me complaît dans ce qui m'arrive dans la journée ou le lendemain. Et du coup, en fait, ce que tu dis, c'est hyper important. Parce que quand tu dis, j'ai pas beaucoup de projets, mais en fait, les projets, ils viennent à toi. Ouais. Et ce que tu viens de dire, je me complais dans ce que je vis au quotidien. Donc, tu es quelqu'un qui est dans la présence et dans la gratitude finalement et dans la joie de ce qui t'arrive. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, on s'est parlé au téléphone avec Corinne et puis elle revenait d'une soirée avec la CPME 13 à Marseille. Elle me dit waouh, j'ai vécu un moment, c'était magnifique, etc. Tout en joie, plein de gratitude. Et effectivement, c'est dans cette énergie que tu t'attires en fait les choses et que tu n'as pas besoin de forcer et que finalement, dans toute ta vie, grâce à cette personnalité en fait que tu as toujours su entretenir, quelque part les choses sont venues à toi beaucoup plus facilement. Et ça, alors c'est un défaut aussi de ne pas trop se projeter, hein, parce que bon, quelque part on me dit il faut avoir des objectifs, il faut planifier, etc. Moi je dis toujours
C'est une expression qu'on entendait toujours. Demain, il fera jour. Hein. Les pieds noirs, c'est une expression qui dit, c'est ça. Et je le dis un peu moins aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des gens qui n'apprécient pas, mais moi, j'ai toujours dit demain, il fera jour. Mais je suis dans la confiance de ce point de vue-là. Oui, c'est ça, tu es dans la confiance et dans la certitude. Et la preuve, la vie te le rend bien, parce que quand on regarde aujourd'hui ton parcours, la vie te l'a bien rendu. Ça n'empêche pas que j'ai des peurs, attention, hein, mais je suis plutôt... oui, voilà. C'est ça. Oui, ça n'empêche pas effectivement les peurs, la confiance, les doutes, etc. En quoi, à cette époque-là, en quoi tu étais déjà avant-gardiste dans finalement le prochain, la manière dont tu vas exercer tes prochains postes, en fait, ton métier. Alors là aussi, c'est encore des concours de circonstances. C'est ma vie, ça a été des opportunités. Alors on me dit que les opportunités, elles n'arrivent pas par hasard. Bon, je l'entends, mais quelque part, sur Nice, quand j'étais donc les 10 années où j'ai exercé, j'ai jamais compté mes heures. Mais j'étais salariée à plein temps, mais tu sais, en plus comme c'est milieu associatif, je fais beaucoup plus d'heures que Par contre, quand je me suis retrouvée sur Marseille et que je venais d'avoir un enfant qui avait toujours quelques mois, j'ai eu, par la jeune chambre, hein, mais de façon indirecte, une opportunité parce qu'une copine à moi me dit, voilà, j'ai envie de quitter un gros cabinet à l'époque où elle avait plus de vie privée, etc. Mais le poste qu'on me propose dans une TPE, c'est à temps partiel. Et moi, je cherche un plein temps. Et elle me dit, mais toi, comme tu es un bébé, est-ce que tu crois que ça t'intéresserait? Et moi, au tout début, la première réponse, c'est non. Moi, je voulais retrouver un travail à plein temps, parce que je n'avais connu que le plein temps. Mais ça n'a pas duré longtemps, l'hésitation. Hein. Surtout quand j'en ai parlé avec mon mari, lui, il y a vu au contraire une opportunité parce qu'il avait envie que je sois un peu à la maison quand même, m'occuper de mon fils. Donc, je suis allée voir. Voilà, je suis allée voir. Et là, pareil. J'ai compris le besoin qu'avait l'entreprise. Je m'y suis sentie bien assez vite. Et d'ailleurs, j'y suis restée une dizaine d'années. Hein, donc, je travaillais 3 jours dans cette entreprise. Donc, c'était assez nouveau aussi, hein, parce que les personnes à temps partiel, c'était pas non plus, c'était pas très, très développé. Mais lui, alors pourquoi, tiens, voilà, pourquoi il m'avait proposé un poste à temps partiel? Il m'aurait pris à temps plein, hein, attention. Hein. C'était pas parce qu'il était avant-gardiste et qu'il préférait que les mamans s'occupent de leurs enfants. Non, c'est qu'en termes de budget, il voulait quelqu'un qui ait mes compétences, mais il n'avait pas les moyens de me payer à plein pot. Donc, il avait calculé que si je venais 3 jours, il pouvait me payer. Et c'est comme ça que ça m'a séduit d'ailleurs, hein, parce que c'était pas bradé, au contraire. C'était, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi, mais moi j'étais là 3 jours. Bon après, je te cache pas, et tous ceux qui travaillent à temps partiel le savent bien, on est 3 jours sur le papier, mais dans les faits on travaille plus. Mais j'étais quand même un peu chez moi, je pouvais apporter du travail à la maison, je travaillais différemment. Je faisais en fait déjà du télétravail, hein. J'avais quand je suis rentrée en 92, j'avais 33 ans, mine de rien. Rapporté à aujourd'hui, je faisais déjà du télétravail, parce que j'avais un ordinateur, je mettais sur disquette et je travaillais sur disquette. Bon, voilà. Oui, à l'époque. Et pendant quelques années, ça s'est bien passé. Et puis bon, alors là, c'est un parcours de vie assez privé. 40 ans, j'ai divorcé pour des raisons. Donc l'année 2000, c'est l'année 2000, ça qui marque. En fait, c'est 99 où je me suis séparée et 2000 où j'ai vraiment divorcé. Donc 99, j'avais 40 ans, hein, on le dit souvent, la quarantaine, c'est parfois, malheureusement pour certains, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, peu importe, c'est dans un parcours de vie. Donc à 40 ans, dans mon couple, les choses ont fait que je ne m'y épanouissais plus. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est de la vie privée, mais c'était évident que moi, ma vie sociale me plaisait, alors que mon mari, c'était plutôt la vie familiale qui lui plaisait, la vie bien organisée avec nos enfants, notre vie une petite résidence secondaire sur la Londe des Morts, on y allait tous les week-ends, enfin, tout était programmé. Lui, il aimait bien cette routine en quelque sorte qui m'a convenu à un moment, mais pas tout le temps. Et moi, j'avais besoin de m'épanouir différemment. Bon, peu importe, on va pas rentrer là-dessus. Donc, du coup, tu as décidé, t'as décidé de quitter, enfin, on s'est séparés d'un commun accord, hein, mais c'est vrai que quelque chose en moi a fait qu'il me manquait quelque chose, et notamment cette fameuse vie sociale que je voulais partager. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne m'empêchait pas, loin de là. Hein. J'avais déjà, parce que j'ai une chambre économique, j'y étais, j'étais mariée. Mais j'aurais voulu partager un peu plus avec lui ce plaisir que j'ai, moi, d'avoir des réseaux. D'ailleurs, on ne parlait pas de réseau à l'époque. Hein, c'est pas le mot vraiment, pas tout à fait ce mot, mais bon. Mais j'avais envie de partager des choses que je n'arrivais plus à partager.
et ça me manquait. Oui, vous avez évolué dans 2 directions différentes. Voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là aussi, dans la boîte dans laquelle je me trouvais, où j'étais à 3 jours par semaine, elle a commencé à s'essouffler. D'ailleurs, 2 ans après, elle a cessé son activité, ce qui fait que j'ai réussi à n'y travailler plus que 2 jours vers la fin. Et du coup, j'avais du temps de libre. Et là, pareil, c'est des personnes que je côtoyais qui m'ont dit, Corinne, est-ce que tu voudrais pas, on aurait besoin de toi, on sait que tu peux pas travailler à plein temps, mais j'ai eu jusqu'à 5 salaires, 5 emplois. En même temps, En même temps, voilà, tous les mois, j'avais 5 bulletins de salaire. Parce que dans une entreprise, parce que ça n'existait pas auto-entrepreneur, on ne pouvait pas se mettre à son compte, c'était pas aussi simple. Hein. Donc, j'avais un bulletin de salaire dans ma première entreprise, une autre où je travaillais 1 à 2 jours par semaine, l'autre où j'allais que 3 jours en fin de mois, et une autre qui m'appelait, parce que c'était plus souple, à la demande. Donc, c'était une forme d'entrepreneuriat déguisé, quoi. Alors, oui, et c'était plutôt DAF d'externaliser. Aujourd'hui, ça existe. Il y a énormément d'associations de DRH externalisées. Moi, j'en ai fait à temps partagé. Je l'ai expérimenté avant l'heure, toute seule. Voilà, j'aurais dû déposer un brevet peut-être. C'est ça, sans savoir que c'était que tu étais avant-gardiste, mais voilà. Okay. Tout à fait. Et ça m'allait très bien d'ailleurs, ça me plaisait énormément à ce moment-là. Ok. Et donc 2000, ces années-là, c'était un peu l'année du chaos, du changement professionnel. Est-ce que tu as refait ta vie? Ça n'a pas été le chaos, hein, je dirais pas jusque-là. Non, changement, oui, mais pas du chaos, parce que ces décisions-là ont été prises, elles n'étaient pas faciles à prendre, surtout que financièrement parlant, je gardais l'appartement. Bon, c'était pas le chaos, c'était un peu difficile, mais je n'ai jamais eu. Je me suis pas effondrée, hein, c'est pas voilà. J'avais l'énergie d'ailleurs, sinon je n'aurais pas pu faire ce que je faisais. Est-ce que tu as refait ta vie? Alors oui, j'ai refait ma vie parce que de toute façon c'était une volonté que j'avais de refaire ma vie, et donc je me suis séparée vraiment en 99 et officiellement divorcée en 2000, et j'ai rencontré mon compagnon en 2003. Donc 4 ans après, j'ai rencontré une autre personne avec qui j'ai vécu jusqu'en 2017. Donc on a vécu 14 ans ensemble. Donc lui, il n'avait pas le même parcours que moi, mais il était déjà quand même assez bien investi dans la vie sociale. C'était quelqu'un qui était très présent. Bon, il était dans l'immobilier et puis à la banque, et il y avait beaucoup d'opportunités de sortie. Je l'accompagnais. Donc je connais plein de gens du coup aussi par cet autre biais. Hein. Du coup, j'ai un réseau assez important, mais qui s'est, accumulé ou qui a grandi par le biais des rencontres que j'ai pu faire, ou que ce soit moi en direct ou par Jean-Louis ou par voilà. Bon. Et c'est vrai que ça a mené aussi une certaine interrogation, c'est que à 45 ans, là pareil, dans ma vie professionnelle cette fois-ci, j'ai commencé à me lasser un peu d'être la DAF de TPE, où je supportais beaucoup sur mes épaules, hein, parce que ce soit quelques jours par semaine ou 2 jours, bon, j'en faisais plus, hein, ça c'est pas le sujet, mais forcément le chef d'entreprise délestait sur moi de beaucoup de soucis. Et donc j'avais énormément de soucis quand même sur les épaules, et ça a commencé à amener en moi des interrogations. Et je rencontre complètement par hasard le beau-frère de mon futur employeur lors d'une réunion liée à un prud'homme potentiel qu'on supposait dans l'entreprise où je travaillais. Et il me dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, vous êtes expert comptable, mais vous n'êtes pas dans un cabinet d'expertise comptable. Pour lui, c'était aberrant. Être diplômé et ne pas être en cabinet d'expertise comptable, il ne comprenait pas, il avait du mal. Bon, voilà. Sachant que je voudrais le dire, puisqu'on nous écoute et qu'on va nous réécouter en discussion, 50% des personnes qui ont le diplôme d'expertise comptable ne sont pas forcément en cabinet. Hein. Beaucoup sont DAF en entreprise, il faut le savoir. Hein. C'est un diplôme, ce n'est pas une obligation d'exercer en cabinet par la suite. C'est un diplôme qui reconnaît des compétences comptables. En tout cas, cet homme-là, il te dit, encore une fois, tiens, vous pourriez vous autoriser autre chose. Alors, il me le dit, mais ça faisait 2 ans que mon compagnon me le disait aussi. Hein. C'était pas... Parce que lui, c'est pareil, il ne comprenait pas, ayant ce diplôme, que je sois DAF. Voilà, c'était difficilement compréhensible pour beaucoup. Tu es avocat, tu t'installes, tu es expert, tu n'es pas conseiller juridique, ou tu n'es pas dans un service juridique, tu es expert comptable, tu dois avoir ton cabinet. Voilà. Bon,
sans doute que l'idée avait dû faire un peu son chemin, hein, parce que force de m'entendre dire, mais sans velléité supplémentaire. Là, pareil, j'entends, j'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui écoute toujours quand on parle globalement de ces choses-là, mais j'ai pas réagi en disant chic, super, oui, j'y vais. Non, c'était pourquoi pas. Et le hasard fait que il me rappelle le lendemain en me disant, puisque vous êtes en ce moment, vous avez un peu de temps, parce que je commençais à avoir réduit le temps partagé. Et il me dit, mon beau-frère cherche quelqu'un, est-ce que vous ne voudriez pas, à 3 jours semaine, il peut avoir besoin de vous à temps partiel. Et j'ai dit, pourquoi J'y suis allée, il fallait dépanner. Alors, moi, on m'a souvent traité de pompier. Hein, voilà, on m'a dit que je dépannais dans l'urgence. Et là, il y avait une urgence, j'y suis allée. Et pareil, j'y suis restée 8 ans. Ouais, c'est Je ça. suis retournée donc à mes premières amours, celles pour lesquelles j'avais fait au départ mes études, c'est-à-dire pensant que je serais un jour dans un cabinet d'expert comptable, je suis retournée comme expert comptable salarié dans un cabinet d'expertise comptable. Et j'y suis restée 8 ans. Et en fait, comment est né le cabinet d'expertise Corinne d'expertise comptable, ton cabinet? Comment est-ce qu'il est né et tu avais quel âge quand tu l'as lancé? Alors, je suis rentrée à 45 ans, oui, c'est ça. 9 ans, j'ai dû y rester alors. 9 ans en fait, je dis 8 ans, mais c'est 9 ans. Et au début, j'avais toujours, j'ai toujours été animée par la même passion. Hein, donc ce côté-là me plaisait énormément, et pas de souci. Mais bon, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais quelque part, à un moment donné, moi j'aime partager, j'avais besoin, si tu veux, avec l'expert comptable, d'être un peu plus dans l'analyse des dossiers, ou du moins expliquer, là, vous voyez, j'aimerais faire ça, je pense à ça, qu'est-ce que ça... Mais il était débordé, il avait un énorme cabinet, hein, de toute façon, il n'était pas que envers moi, mais quelque part, il était plutôt chef d'entreprise, voilà, il était devenu un vrai chef d'entreprise, vu la taille de son cabinet. Et moi, j'ai besoin de partager, de communiquer, et ça a commencé à me peser beaucoup, sans compter que bon, je faisais beaucoup d'heures, j'ai un peu craqué, il y a une période où j'ai un peu craqué aussi, mais malgré tout, je restais parce que je m'étais projetée. Alors là, par contre, c'est la première fois que je m'étais projetée jusqu'à la fin, donc jusqu'à la retraite, dans ce cabinet. Je m'étais vraiment projetée comme ça. Je ne te l'ai pas dit, c'est vrai, ça ne m'est pas venu à l'idée. À ce moment-là, c'est la seule fois où, quand j'y suis rentrée, j'avais 45 ans. Quand tu rentres quelque part à 45 ans, je me suis dit, c'est jusqu'au bout. Vraiment, je ne me posais pas la question. Surtout qu'à la retraite, à ce moment-là, je l'envisageais à 58 ans. J'avais aptitude, avec 2 enfants, de partir à 58. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Eh non. J'ai eu besoin de m'affirmer, de me sentir, je ne sais pas, parce que je n'avais pas la possibilité de partager autant. Et puis, bon. Il n'y avait pas la communication, il n'y avait pas ce terrain de confiance, de soutien dont tu avais besoin. Alors, la confiance, elle y était, parce que j'avais une autonomie énorme. Donc, la confiance, elle y était. Mais je n'avais pas le partage. Je dirais oui, il n'y avait pas la communication que tu souhaitais. Il n'y avait pas la communication qui m'a pesé vers la fin. Et surtout, tu sais, à force beaucoup me le disaient d'ailleurs, hein, que ce soit même dans ce cabinet ou ailleurs, mais puisque tu as le diplôme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes? Ça, on me l'a beaucoup dit aussi. Pourquoi tu restes là? Parce que tu peux t'installer plusieurs fois. Et certains clients me l'ont suggéré aussi. Ils me disaient, mais finalement, pourquoi vous n'êtes pas vous seul? Bon, voilà. Et il y a eu un déclic à 54 ans. Donc, pour ceux qui m'écoutent, il n'y a pas d'âge pour oser, on va dire. Et à 54 exactement. ans. Donc, comme je disais, voilà, plus de 21 ans après avoir passé mon diplôme, je l'ai véritablement donc utilisé pour m'inscrire à l'ordre des experts comptables et m'installer cette fois-ci à mon compte en tant qu'expert comptable. Donc, c'était une grande joie. Ça a été une inquiétude parce que c'était pas évident, hein, attention. Malgré tout, la prise de décision, cette fois-ci, elle n'a pas été aussi évidente. C'est le fait que je ne pouvais que partir. Il y a des choses en moi qui étaient fortes, qui faisaient qu'il fallait que je parte parce que j'arrivais plus à m'épanouir. Mais c'était dur, ça a été très très dur cette décision. Mais je l'ai quand même prise et aujourd'hui, je ne la regrette pas. Oui, et 54 ans, effectivement, c'est oser s'installer, et en tout cas. Et tu vois, 58 ans sont passés, j'ai pas pris ma retraite, et là, je ne me projette pas avant 67, je ne sais pas combien même. Voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'âge, et ça a été le bon moment.
Donc, tu as franchi effectivement une grande marche avec l'ouverture du cabinet. Et comme tu dis, ça n'a pas été facile non plus. Et comment tu t'es organisée dans le cabinet? Est-ce que tu es restée seule? Comment tu as organisé ton cabinet? Alors, j'étais en couple à ce moment-là, donc j'étais rassurée. Ça rassure d'être en couple sur le plan financier, je parle entre autres. Oui, surtout quand tu lances une entreprise. Voilà. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vas aller doucement, tu vas y aller parce qu'en fait, je créais un cabinet, forcément, je rachetais pas un cabinet. Mais en même temps, j'étais devenue chef d'entreprise. Et la CPME 13, qui était en fait pour moi mon client, parce qu'en fait, j'étais expert comptable de la CPME 13 depuis 2006, oui. Donc déjà à l'époque, tu as créé en 2000, c'est en combien que tu as créé? 2013, en 2013. Donc pendant 7 ans, j'étais l'expert comptable, en titre non, puisque c'était mon ancien employeur, mais dans la pratique, c'était moi qui suivais le dossier. Voilà. Mais tout naturellement, en 2013, ben écoute, forcément, j'avais légitimité cette fois-ci à être adhérente de la CPME. En plus, bon, Alain Gargani, que je connaissais, et pourquoi je le connaissais, Alain Gargani, je l'ai connu à la Jeune Chambre économique. Et oui. Ça fait 25 ans qu'on se connaissait. Et oui. Aujourd'hui, certaines personnes que je côtoie sont issues de la Jeune Chambre économique. Par exemple, Marie-Laure Dufour, qui est très présente dans d'autres réseaux sociaux, à Femina, et qui a été à Énergie PME, qui est une ancienne Jeune Chambre. Aujourd'hui, on a le directeur du gym, c'est un ancien Jeune Chambre. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus à cette période. D'ailleurs, je fais aussi un coucou à d'autres personnes qui se reconnaîtront, notamment à Caroline Baron, qui a le magasin Pomme et qui est Jeune Chambre. Enfin, beaucoup d'autres que je côtoie encore aujourd'hui. Donc, ce réseau qu'on avait constitué tous ensemble. Donc, ça a été une envie à ce moment-là d'adhérer à la CPME, cette fois-ci en tant qu'effectivement entrepreneur. Et puis, écoute, bon sang ne ferait mentir, donc bonne formation. On m'a demandé un an après si je voulais être trésorière à la CPME. Et à ce moment-là, j'ai dit oui. Et en 2014, je me suis retrouvée trésorière de la CPME jusqu'à février 2020. Et finalement, en quoi c'est important pour toi d'être impliqué dans ce milieu associatif économique? Parce que finalement, on regarde dans tout ton parcours, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Tu n'as jamais quitté ce milieu associatif. Alors, dans le milieu associatif, d'abord, moi, je pense que j'y vais parce que ça me permet d'être utile. Je pense que ce besoin de donner ou de faire ou de donner de mon temps, parce qu'on donne beaucoup de son temps, mais on donne aussi de ses compétences, de ses ressources à la fois intellectuelles et tout le reste, a fait que je m'y plais. Après, j'aime l'ambiance j'aime l'état d'esprit du milieu associatif. C'est-à-dire que dans une association, surtout quand elle a une taille où elle est encore apte à écouter les autres, justement, on t'écoute. Quand tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à apporter, on te donne ta chance. Moi, dans ce milieu associatif, c'est ça qui m'a plu. C'est que, et d'ailleurs, je l'ai encore dit ce soir, toutes les personnes qui ont la volonté de s'impliquer, de s'investir dans une association, en général, on est tous preneurs. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on va dans une association, forcément, on travaille à côté, donc ça demande du temps, de l'engagement. Donc, si on y va, il faut qu'on ait du temps à donner. Celui qui ne vient que pour le business, la carte de visite, il ne reste pas longtemps. Il vient, bien sûr, mais il ne restera pas longtemps. Donc, ce qui reste, c'est pour le côté de ce que tu donnes et que tu reçois. Parce que quand tu donnes beaucoup, de toute façon, tu reçois toujours. Oui, de toute façon, la vie est la Moi, même. j'aime la valeur humaine. À la CPME, d'ailleurs, la devise, c'est la valeur ajoutée, c'est l'humain. Avant tout, voilà. Donc, ça me correspond bien, je m'y sens bien dans le milieu associatif. Après, c'est contraignant, le milieu associatif, parce que en général, tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand tu commences à donner beaucoup, on t'en demande toujours plus, puisque on sait que toi, tu vas donner. Donc, c'est à toi qu'on s'adresse. Donc, mais ça fait rien, je m'y investis parce que je m'y sens bien. Oui, oui, oui. Donc, ça véhicule des valeurs en général que j'aime. Oui, c'est du partage, c'est du plaisir, et à la fois aussi, comme tu dis, c'est un partage de compétences, donc on est utile. En tout cas, il y a une mission derrière d'aide, de contribution.
Ok. 2017, c'est une année de fracture pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là Alors, juste avant d'aborder 2017, c'est vrai qu'en 2013, quand j'ai pris ma décision, il est arrivé aussi quelque chose qui fait qu'en 2013, mes deux enfants, qui avaient respectivement à l'époque 18 et 22 ans, puisqu'ils ont 4 ans d'écart, partent de Marseille. quand tu as lancé le cabinet? Ah oui, la même année. Ma fille est partie faire 5 ans d'études au Canada, à HEC Montréal, et mon fils, qui était ingénieur, qui a fait Centrale Marseille, fait un stage sur Paris, et on lui dit au bout de quelques mois, puisqu'elle rentre dans une compagnie pétrolière, on a un poste à l'expatriation à te proposer, est-ce que tu voudrais partir au Nigeria? Ça a été plus dur, hein, le Montréal, c'était plus facile. Comment tu l'as vécu en tant que maman? Alors, en tant que maman, j'avais des appréhensions. Quand je suis partie avec ma fille, dans un premier temps, parce que mon fils, je l'ai su bien après. Premier départ programmé, c'était celui de Solène. Mais Solène, quand elle part au Canada, je l'accompagne. Et quand je l'accompagne, j'ai vu comment ça se passait là-bas. On fait après une première réunion, on est avec les parents et les aides. Elle avait trouvé déjà 2 colocataires avec qui elle avait déjà plus ou moins réservé l'appartement. Il fallait juste qu'on signe le contrat. C'est d'une facilité, d'une bienveillance, j'étais pas inquiète. On nous a rassurés que ce soit. Alors ça, c'est extraordinaire. Que ce soit le cadre de l'école, que ce soit l'ensemble des parents avec qui on a discuté, que ce soit les étudiants, mais du coup, je n'étais pas inquiète. Et elle, en plus, bon, ben, elle est revenue 2-3 fois. Hein, elle n'est pas passée chaque fois 12 mois sans revenir à la maison. Hein. Elle est revenue à Noël, elle est revenue à Pâques. Bon. Mais ça va. Et puis avec aujourd'hui, tu sais, les Skype, les WhatsApp et tout ça, on a l'impression d'être toujours en lien. Donc, ça allait. Et puis moi, je venais de lancer mon cabinet et j'avais envie d'avoir du temps pour moi et pas de soucis de maman. Et donc, ça tombait bien, quelque part. Oui, surtout que c'était l'année de la création. Voilà, et mon fils qui me dit 4 mois plus tard, maman, je pars. Alors là, par contre, j'avais beaucoup plus peur. Alors, il m'a rassurée pour d'autres points, parce que moi, c'est la sécurité qui me faisait très, très peur. Mais bon, l'entreprise prenait toutes les mesures de sécurité qu'il fallait, puis il revenait souvent, etc. Mais voilà, donc mes 2 enfants partent, et donc j'ai eu pendant 4-5 ans, ben, je les voyais que pour les vacances. Et du coup, mon cabinet et mon activité faisaient que j'avais du temps pour ça. Et j'avais mon compagnon avec qui, donc on était deux le reste du temps. Et sauf qu'en 2017, eh ben, on s'est séparés. En 2017, il y a eu des problèmes personnels dans notre vie de couple et je me suis retrouvée cette fois-ci seule dans ma maison. Et mes enfants sont revenus pratiquement juste après. Solène est arrivée quelques mois après et Alexandre est fini. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Encore la vie a fait que tu te sentes moins seule, en tout cas par rapport à cette épreuve. Ça a été sans doute encore un signe parce que ce n'était pas programmé, encore une fois, vraiment pas. Et maman est venue vivre avec moi aussi parce que du coup, dans cette grande maison, il y avait de la place pour elle. Et à 86 ans à l'époque, ou 85 ans, elle commençait à être un peu dépendante. Et voilà. Ok. Très bien. Et comment finalement, tiens, si on revient sur la présidence de la CPME 13, est-ce que tu avais envisagé un jour ou pensé devenir un jour présidente? Alors, présidente, je ne sais pas. Je vais être honnête, je ne pense pas que j'avais vraiment pensé comme ça. J'avais déjà tenté une aventure en 2016 pour j'étais candidate sur les listes de la CCI et j'avais eu espoir qu'on puisse gagner la CCI parce qu'on était nombreux, la CPME, à avoir postulé. Ça ne s'est pas fait, donc je suis restée trésorière. Mais j'avais bien dit, et c'est un moment que je disais que je ne souhaitais pas renouveler plus au-delà mon mandat de trésorier parce que je pensais que j'avais beaucoup donné. En plus, j'avais mis en place des outils qui commençaient à être bien maîtrisés. Donc, j'avais fait le job. J'avais fait le job, voilà. Je ne savais pas trop comment me situer, peut-être une vice-présidence, mais la présidence, sur l'instant, je n'y ai pensé que quand le président a dit qu'il partait en politique. Et en partant en politique, ça voulait dire qu'il partait plus tôt que prévu et qu'il y avait une candidature il fallait postuler, forcément, bien sûr. Et c'est marrant parce que les 2 fois, maintenant avec le recul, j'y pense, les 2 fois où les décisions ont dû se prendre, c'était les 2 fois la veille de Noël, pratiquement.
C'est-à-dire, c'est un peu rigolo. Quand j'ai décidé de mon cabinet, c'est pendant les vacances de Noël que j'ai pris la décision. Et là, l'information, je l'ai eue un peu avant Noël que vraisemblablement, il serait tenu de démissionner puisque partant en politique, il arriverait un moment où il n'arriverait pas à cumuler les deux fonctions. Et donc, j'y ai pensé. Mais c'est là que je me suis autorisée à y penser peut-être. Je ne sais pas, ou oser y penser. Je ne sais pas les termes qu'il faut employer. Oui. Oui, que tu t'es autorisée à commencer à, tiens, ouais, pourquoi pas. Et surtout à me sentir légitime. Oui. Parce que moi, pour oser faire quelque chose, je dois avoir la compétence de le faire. Je dois avoir, il faut que tous les clignotants soient ouverts. C'est ça, exactement. Et c'est intéressant parce que dans ton parcours, tu fais bien de le dire, parce que finalement, à chaque fois que t'es monté, ça s'est présenté à toi et si ça ne s'était pas présenté, peut-être que voilà, tu ne l'aurais pas fait, puisque comme tu dis, finalement, c'est ton mari qui t'a poussé pour aller faire ce diplôme d'expertise. Pour pousser, peut-être pas, parce que je l'avais au fond de moi, mais il m'a incité dans le sens il m'a apporté l'information que je ne suis pas allée chercher, en fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a eu des coups de pouce qui t'ont permis d'oser et de t'autoriser. Mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc voilà, du coup, j'ai candidaté et je me suis trouvée effectivement à la fois légitime pour postuler et j'ai réfléchi parce que bien évidemment, une présidence comme celle-là, c'est énormément de temps. Comment tu t'organises justement pour gérer toutes tes nombreuses activités et puis justement ta présidence, comment alors en termes de temps, je dis c'est énormément de temps, mais quand j'ai posé le pour et le contre, j'ai réfléchi pour tout le temps que je donne déjà, enfin que je donnais d'ailleurs en tant que déjà trésorière à la CPME, et je me suis dit j'en donnais pas plus. Bon, en même temps, après j'étais dans une autre association, la Femme Chef d'entreprise, tu en avais parlé en début de présentation, mais en fait je me suis dit peut-être que tu en donneras pas autant, tu vas le donner différemment, c'est tout. C'est ça. Parce qu'en fait, quelqu'un m'a remplacé la trésorerie, il y a une équipe, il y a une permanente qui fonctionne. Je me suis juste dit, tu vas être peut-être plus à même d'être appelée à être présente à des réunions, à des heures où il faudra que tu trouves le temps libre. Et je me suis dit, tant que c'est possible pour moi d'y aller, j'irai, mais que parfois, je saurais me faire remplacer. On a la chance d'avoir des vice-présidents. C'est ça. C'est aussi le rôle de porter la parole de CPME Train. Et donc, à l'occasion, quand je ne peux pas, c'est quelqu'un qui y va. Et voilà. Donc, il faut savoir déléguer. Il faut en lumière, eux aussi. Et effectivement, ils travaillent aussi. Hein, c'est très important, les équipes qui sont derrière. Tout le monde travaille, tout le monde porte sa pierre à l'édifice. Donc, effectivement, donc je me suis dit, je vais y arriver. Après, j'ai un petit cabinet, moi. J'ai la chance de t'avoir comme cliente, mais j'ai aussi favorisé le lien avec les clients, c'est-à-dire les clients me connaissent. C'est-à-dire que je voulais pouvoir leur dire, ne pas me cacher, bien sûr, et pouvoir leur dire, Emmanuel, je suis désolée, on a programmé tel jour, telle heure un rendez-vous, j'ai une urgence parce que excuse-moi, est-ce qu'on peut décaler le lendemain? Et on s'arrange. Et tu me dis oui. Il ne faut pas que ce soit systématique, bien sûr, mais au moins qu'on puisse admettre. Et donc ça, j'ai des clients compréhensifs. Il faut avoir aussi, voilà. Après, il ne faut pas le faire pour un oui, pour un non, mais ça aide à se dire, je peux y aller. Et après, j'ai un collaborateur qui a travaillé un petit peu plus sur ces mois-là. Et là, en septembre, je vais avoir une personne de plus au cabinet, parce que là, je m'organise. Et qui est cette personne? Alors, a priori, c'est ma fille qui va me rejoindre parce qu'elle a envie de passer les diplômes. Alors, je ne suis pas sûre, elle ira jusqu'à l'expertise comptable. Elle n'en est pas sûre elle-même. Là, elle a un Master 2, puisque suite à son retour du Canada, elle a fait un Master 2 en économie sociale et solidaire. Alors, tu vois, là aussi, hein, pas de secret, hein, l'économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire. Donc, c'est dans les gènes, hein, ça se transmet de mère en fille. Sans doute. Et du coup, elle aime bien l'audit, elle aime bien la gestion, elle aime bien la compta, lui plaît bien aussi. Alors peut-être pas pour l'instant, elle n'a pas encore une approche pour aller jusqu'au bout de l'expertise comptable, mais peut-être ça viendra, je ne sais pas. Donc, enfin, du moins, elle va me rejoindre à la rentrée.
et ça va me permettre de libérer encore peut-être un peu plus de temps. Donc, si tu veux, je n'ai pas peur de me rendre disponible pour les fonctions que j'occupe et d'ailleurs, pendant le Covid, eh ben, j'avais une double journée, hein, je ne dormais pas beaucoup, mais je faisais ce qu'il fallait pour la CPME et le reste du temps, je travaillais pour mon cabinet, comme tous les autres experts comptables. Voilà. Ok. Toi qui, jusque-là, a été plutôt dans les coulisses, qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui sur le devant de la scène? À un moment donné, tu employais des mots de joie. Oui, pour moi, une certaine joie, c'est indéniable. Hein. Fierté, je ne sais pas, parce que le mot fierté, ce n'est pas un mot que j'emploie, parce que c'est pas comme ça que je vois les choses, même si je devrais être fière à la fois du fait que je sois déjà la première femme qui occupe ce poste. Voilà. Fière aussi parce que bon, c'est une belle reconnaissance et que je pense aussi que, comme je te l'ai dit, j'avais à la fois la légitimité, mais la légitimité a été quand même reconnue unanimement. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout de souci de ce point de vue-là. Et en plus, c'est un sentiment de récompense, de gratitude, se dire bon, je le mérite. En fait, c'est quelque part tout ce que j'ai construit avant qui a dû m'amener à ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as appris déjà finalement depuis le mois de février où tu l'es, parce que ça s'est beaucoup accéléré finalement avec toute cette période du Covid, avec cette crise-là qui s'installe. Finalement, qu'est-ce que ça t'a appris et puis quel ton, quelle différence, qu'est-ce que tu as apporté dans cette période et de celle qu'on vit encore et qu'on va vivre avec Alors, ça m'a donné cette crise, si tu veux, qui a démarré très très fort, a dû nous obliger à être réactifs très vite. Bon, ça ne m'a pas dérangé parce qu'en plus, en termes de comment dire, les problématiques soulevées pour les entreprises, hein, bien sûr, c'était des problématiques économiques, mais aussi c'est des problématiques, la preuve, les experts comptables ont été tous plébiscités par leurs clients, bien sûr, c'était une problématique qui rejoignait aussi un peu mon corps d'activité quand même, ou du moins j'arrivais plus facilement à comprendre très vite un dispositif, à quoi il servait, donc l'accompagnement pour moi a été relativement simple. Mais il fallait quand même le dire, il fallait le dire avec des mots qui rassuraient, avec des mots qui expliquaient. Et donc ça, je pense que d'abord j'ai osé aussi aller faire sur des émissions de télé. Enfin, déjà, je me la peine d'être connue comme présidente, qu'on me demande de participer le soir à 9h du matin pour le lendemain à 9h à une émission qui passait sur Facebook, d'accord, mais qui est quand même au départ une émission où je n'étais pas préparée parce que j'y allais sans connaître les questions. Il fallait et j'ai osé, j'ai vraiment ce que je n'aurais pas fait. Donc de l'assurance dans le vide, de l'assurance quand même, de me dire oui, j'y vais. Maintenant, je peux. J'ai ce poste et il faut que j'aille jusqu'au bout. On m'a donné, les gens qui m'ont fait confiance, je continue à la fois pour eux, mais pour moi. Je pense que moi, je me suis trouvée aussi beaucoup plus d'assurance ou de confiance en moi là-dessus. Voilà. Que je manquais. J'ai toujours manqué de confiance en moi. On m'a toujours dit, mais comment tu peux douter autant de toi avec tes capacités? Ben oui, mais jusqu'au bout, je doute encore sur d'autres choses, il ne faut pas croire. Hein. Mais là, sur ces aspects-là, j'ai trouvé de l'assurance. Et merci effectivement à cette belle opportunité qui m'a été donnée de prendre cette présidence parce que je me sens bien, je me sens heureuse d'être à ce poste, je me sens bien. Et je veux surtout, alors que nous accompagnons vraiment l'adhérent, je veux qu'on assure un service à l'adhérent, encore peut-être plus qu'avant, même si la CPME a fait beaucoup pour eux, mais aujourd'hui, je pense que moi, j'ai jamais voulu être seule. J'ai cherché des opportunités se sont présentées, je les ai saisies, mais toujours dans ce critère, dans ce cadre associatif, dans ce cadre de réseau. Et c'est pareil. Donc, il faut que l'adhérent comprenne qu'il n'est pas seul, qu'il y a des moyens qui peuvent lui être mis à disposition, qu'on est tous à la CPME, on est tous des chefs d'entreprise patrimoniaux. C'est-à-dire qu'on est, j'ai entendu cette expression ce matin qui m'a bien plu de François Asselin, on est tous des risques-tout. C'est-à-dire que quand on y va, quand on est entrepreneur, on prend des risques. Bien sûr. Et ça fait la différence. Et des fois, on ne s'en aperçoit pas, on ne s'imagine pas. Mais je vois, on a une force d'oser entreprendre, d'oser risquer.
c'est quand on y réfléchit avec le recul, c'est magnifique. Donc, on doit tous oser, mais on doit être accompagné, on doit être aidé, parce que parfois, on a mal. Voilà. Donc, Il ça va me. faciliter en tout cas le chemin de l'entrepreneur. Comme tu dis, l'isolement, c'est pas bon. Et être bien entouré, c'est gagner du temps. Parce que forcément, à plusieurs, on est plus fort. Du temps et une certaine sérénité. Parce que une certaine on sérénité. est tous, moi la première, hein, on est tous très anxieux. Hein, moi, le stress, je l'ai toujours, hein, bien évidemment. Hein. Donc voilà. Donc, et puis, nous, on a mis en place des trophées depuis quelques années et j'ai envie vraiment encore d'en parler là parce que les thèmes qui font que sont récompensés chez une entreprise, c'est des thèmes de bienveillance, c'est des thèmes de convivialité, c'est des thèmes de courage. C'est des thèmes de créativité. C'est pas des thèmes de performance, meilleur chiffre d'affaires, meilleur rendement. Mais tu vois, c'est pas la performance, elle se mesure différemment. Elle se mesure par le bien-être au travail, etc. Et nous, ça fait quelques années qu'on fait ces trophées, et là, nous, on s'y retrouve vraiment fortement dans ces valeurs. En tout cas, bravo pour ton engagement auprès des chefs d'entreprise. Le ton que tu as, pédagogue, rassurant, en tout cas où tu représentes vraiment les entrepreneurs au plus haut niveau et donc bravo pour toute ta contribution. Comment, j'ai envie de te poser une question par rapport aux femmes, comment est-ce que tu vois la position de la femme dans le monde économique aujourd'hui, tu vois? Alors, dans un premier temps, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Des femmes chefs d'entreprise, tu vois, leur position. Non, mais je commencerai juste par moi, effectivement. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai jamais été brimée, jamais, jamais. J'ai pas connu ça du fait d'avoir été une femme, ni en salaire, ni en responsabilité. Bon, bien sûr, j'ai un parcours qui est le mien, puisque maintenant tout le monde le connaît. Donc, j'ai pas bien connu ça. Mais je sais que ça existe. Je sais et je le vois. Je vois très bien que à compétences égales, une personne va peut-être, enfin, l'employeur risque de choisir un homme. Déjà, ça reste malheureusement encore d'actualité à cause de la grossesse ou du fait d'avoir des enfants. C'est ça. Malheureusement encore aujourd'hui, c'est un des critères qui fait que parfois on refuse. Après, les critères d'inégalité au niveau du salaire ou au niveau des compétences, ça je ne le comprendrai jamais. Jamais, je ne peux pas le tolérer et je ne le comprends pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un homme ose, un homme va prendre une promotion, va demander des responsabilités, même si éventuellement il ne s'en sent pas autant capable que ça, alors qu'une femme, même en se sentant capable d'assumer ses responsabilités, on n'osera peut-être pas. Et c'est ça qu'il faut changer. Là, vraiment, on a un gros travail à faire à tous les niveaux, peut-être par l'exemple, alors dans un premier temps, et je te remercie de donner la parole. Et en tout cas, merci de donner l'exemple, tu vois, de ta carrière, où à un moment donné, ben voilà, l'autorisation, oser, c'est important. Même si quelque part on a un peu peur, mais c'est important. Et comme tu le dis, ça vient de nous. Et à un moment donné, c'est important. Alors, c'est vrai que parfois, on nous savonne la planche, hein, mais quelque part, ça vient aussi de nous, ça vient de notre culture, ça vient du transgénérationnel où on peut avoir encore un peu de mal à s'affirmer, à se positionner et à s'autoriser. Effectivement, comme tu le dis, c'est un travail. Et à partir du moment où, quelque part, de l'intérieur, on va changer, je dirais, son mindset, son état d'esprit par rapport à cela, forcément, ça va être plus simple. Mais c'est un peu l'éducation aussi. Mais tu vois, moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans, enfin 19 ans, on avait tous les deux. Mais on s'est toujours dit, et on est resté 20 ans ensemble, qu'on était égalité, hein, les mêmes études, on a fait les mêmes études, à peu près les mêmes niveaux de salaire. Pour nos deux enfants, c'était moitié. En fait, tout était normal. Donc, j'ai même dans mon couple, j'ai pas vécu, tu vois, les difficultés que certains, parce que peut-être que c'était une question d'éducation chez lui aussi, j'en sais rien. Mais bon, j'espère que dans l'éducation aujourd'hui, ces valeurs-là, de dire on est égaux, que ce soit hommes et femmes, à la fois les tâches ménagères, mais aussi pour le travail, pour les études, pour les salaires. Et j'espère que ça. Il y a encore du chemin. Je lisais un article, d'ailleurs j'ai mis un post, on a mis un post tout à l'heure, une étude de Forbes, où en fait il disait que dans les postes de dirigeants, sur 5 postes de dirigeants de sociétés de plus de 50 salariés, il y avait encore que
un poste pour les femmes contre 5 pour les hommes. Donc, on voit qu'il y a encore un décalage, même si ça commence à avancer, heureusement. Et par exemple, pour les femmes chefs d'entreprise qui font des levées de fonds, elles obtiennent 2 fois moins que les hommes. Donc, on voit qu'il y a encore un écart et je pense que voilà, il y a encore une culture aussi, peut-être qu'elle ne s'autorise pas aussi. Et je pense que c'est pour ça, c'est important vraiment de travailler cette autorisation parce que d'un point de vue énergétique, à un moment donné, quand on se l'autorise soi-même, on va, en tout cas, on va avoir une posture qui va faire que, waouh, on va déclencher des choses chez l'autre. Et encore, je discutais avec une chef d'entreprise tout à l'heure qui me disait, ben oui, je suis en train de faire une levée de fonds et j'ai rencontré beaucoup d'hommes en fait autour des tables hein, quand elle présentait ses dossiers. Elle disait c'était assez impressionnant. Il y avait que des hommes là qui me regardaient, voilà, bizarrement, pas forcément très très sympathiques. Et en fait, elle disait je m'autorisais pas dans mon business plan à vraiment enjoliver, voire suffisamment grand, comme un homme le ferait, quoi. Et en fait, voilà, c'est encore une fois une question d'autorisation qui fait qu'à un moment donné, on a tendance un peu à se freiner. Et donc, ça vient aussi de nous, comme tu le dis, quoi. Il y a vraiment un travail interne. Donc ça, c'est important de l'entendre parce que, et de ne pas croire que voilà, ça vient que des hommes. C'est vraiment un travail qu'on a à faire sur nous et c'est pour ça que de se retrouver entre femmes, c'est intéressant pour ensuite mieux collaborer, je dirais, dans l'énergie féminine et masculine et ensemble, en complémentarité. Et pas je dirais, en confrontation, mais dans le collaboratif et en complémentarité. Je pense qu'on a un travail à faire des deux côtés de manière à mieux fonctionner. Je pense comme toi. J'espère d'ailleurs qu'on en verra les effets le plus rapidement possible de se dire qu'effectivement, il faut d'abord surtout qu'on soit complémentaires et que la femme ose oser. Je dirais même ose oser. Oui, c'est ça, oser, c'est exactement, exactement ça. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir proche, la fin de l'année et l'année 2021 pour les entrepreneurs, là, avec toute la situation, l'ambiance actuelle, les difficultés, la crise, comment, si je te donnais, c'est difficile, hein, tu n'as pas une boule de cristal, mais comment tu sens, comment tu perçois les choses là Alors, si tu veux, la crise, il y a eu un pansement. Un pansement, ça a été, pour certaines entreprises, et pour une grande majorité d'ailleurs, les aides qui ont été mises en place. Sauf qu'à un moment donné, il faudra les rembourser. Et on a des inquiétudes, effectivement, sur certains secteurs d'activité, et puis même beaucoup plus large. Hein, enfin, je veux dire, on a vraiment des inquiétudes sur des défaillances. Donc, la crainte que malheureusement, il y ait des entreprises qui tirent leur rideau d'ici la fin de l'année est réelle. Vraiment, tout le monde le dit. Tout ce qu'on espère, c'est soit le moins possible. C'est pour ça qu'on se bat, par exemple, à la CPME, pour qu'il n'y ait pas non plus des reports de charges, mais plutôt des vraies exonérations. Et il n'y a pas de solution. Hein. Comment tu peux comprendre, et comment les gouvernements peuvent comprendre, le gouvernement peut comprendre qu'une entreprise qui a perdu 3 mois minimum de chiffre d'affaires, voire plus, parce que elle a perdu réellement 3 mois, mais les autres mois ne sont pas du tout au niveau d'une activité normale. Et puis en plus, tu ne les rattraperas pas. Et tu ne les rattraperas pas. Donc, forcément, ces données doivent avoir été intégrées pour que ces personnes-là, on ne leur dise pas, en plus, vous allez devoir payer toutes les charges que vous avez décalées. Il arrive un moment où les charges, il va falloir les supprimer. Si on ne le fait pas, et même en le faisant, pour certaines, je pense, et on est très inquiet là-dessus, effectivement, il y aura des défaillances. Par contre, en même temps, on a vu des beaux exemples de solidarité, hein, même dans le monde entrepreneurial, et des exemples de sociétés qui se réinventeraient. On emploie ce terme de renaître autrement dans une des commissions qu'on met en place. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut voir les choses différemment. Selon le secteur d'activité, il faut penser à des moyens nouveaux. Ou, par exemple, tous les moyens digitaux qui ont été initiés et découverts par le commerce, par exemple. Ça, qui était en retard, hein, qui était très en retard sur la question. Forcément,
au minimum, il faut continuer à les mettre en place, les développer, leur permettre aux commerçants aussi qui n'ont pas la formation suffisante, parce que c'est à la fois une question de moyens, mais de formation ou d'état d'esprit. Hein, donc là aussi, par exemple, nous, la CPME 13, avec Fédération Commerçante 13, on a développé des outils. Mais enfin, bon, de ce point de vue-là, ce que j'étais en train de vouloir expliquer, c'est qu'il ne faudra pas se complaire, il faudra trouver des solutions. Et c'est là où j'ai quand même ma foi quand même dans l'entrepreneur. Je te disais, au départ, c'est un battant, l'entrepreneur. Quand on construit une entreprise, quand on va la créer, on ne part pas comme ça, on dit, ah ben tiens, oui, je sais qu'il y a eu une période où on disait à certains demandeurs d'emploi, on donnait une petite prime à la création, mais 3 mois après, ils fermaient, mais parce qu'ils faisaient ça par défaut. Mais quand on crée vraiment une entreprise, parce qu'on a un projet, et qu'on quitte souvent une fonction salariée, alors, c'est ça. Aujourd'hui, la fonction salariée, même si on ne peut pas dire qu'il y a une vraie sécurité de l'emploi, un petit peu quand même, hein, on ne peut pas dire du jour au lendemain, se retrouver entrepreneur, c'est prendre des risques qu'on ne sur le fait qu'on ne perçoit d'ailleurs pas le chômage. Hein. Si demain on se plante, ces entreprises qui vont malheureusement déposer le bilan, elles n'auront pas le chômage. Hein. Elles n'auront pas le chômage, donc à un moment donné, ça donc ça va être très dur. Donc, beaucoup d'humilité. Voilà. Donc, ils sont quand même battants. Et je pense qu'ils du coup, ils peuvent trouver l'énergie et nous, on va les aider. On veut vraiment aider ces entreprises-là à rebondir, on va dire, de façon plus générale. Et donc, j'espère que les petites entreprises qui sont plus agiles, pour lesquelles c'est parfois plus facile de trouver des petites solutions de reconversion, ou tout simplement, mais je ne sais pas, tu sais, on parlait, et je le répète, hein, de l'isolement du chef d'entreprise. Il ne faut pas être isolé à ce moment-là, encore moins. C'est ça. Parler, dire les difficultés qu'on a. Parfois, c'est des difficultés qui peuvent peut-être être réglées parce que quelqu'un va les écouter et va trouver la solution, ou du moins va apporter une solution qui existe déjà. Donc, je suis pour la TPE, on est moins inquiet. Après, on sait qu'il y aura des licenciements, voire des dépôts. J'espère qu'il y en aura le moins possible. Après, on a eu des beaux exemples de solidarité, je dirais, mais des beaux mouvements aussi qui ont dit, enfin, chacun disait à ce moment-là, la nature a parlé, il faut qu'on revienne à une économie un peu plus locale, qu'on remette en avant les traditions, le savoir-faire local, ou qu'on achète local, qu'on soit un peu plus qu'on aille moins souvent à Paris faire des réunions et qu'on les fasse un peu plus par visioconférence, que donc du coup le bilan carbone soit... Enfin, toutes ces thématiques qui ont été mises, j'espère surtout que beaucoup d'actions seront... que ça se traduira par des actions aussi, et pas des blocs. Voilà. Donc en espérant que tout cet amalgame, tout cet ensemble puisse se révéler opérationnel, on va dire, je pense que ça pourra diminuer les effets de la crise économique, malheureusement. Alors, sur un plan mondial, je parlais surtout français, sur un plan mondial, je pense que la crise, elle est effectivement terrible, mais que c'est pareil, ça va être un système D pour certains pays, des pans entiers d'économie risquent de disparaître, on nous a dit, peut-être qu'il faudra que les gouvernements de ces pays-là prennent des mesures. Quelque part, il va falloir se réinventer derrière. Mais par contre, tous, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions. Le monde change forcément. Le monde change, il va falloir s'adapter, trouver des nouvelles solutions et dès maintenant, en tout cas, penser à réinventer ses stratégies, son business. Et comme tu dis, ne pas rester seul parce que c'est à plusieurs, en tout cas, que les choses vont être plus faciles et surtout... Puis, tu vois, la solidarité, c'est par exemple, on connaît des gens qui sont dans la difficulté, tant qu'à faire, on va plutôt faire du business avec eux, avec les mêmes qualités, hein, etc. Mais bon, mais quand on se connaît, quand on est dans un réseau, c'est pour ça que l'échange est important. C'est ça. Voilà. Exactement. Bon. Voilà, 2 dernières questions. Corinne, quels sont tes plus grands rêves pour ta suite professionnelle et personnelle? Quels sont tes plus grands rêves finalement? Alors, je t'ai dit que j'avais du mal à me projeter. Hein, justement, je viens de chercher. Genre des questions, effectivement. C'est ça, je viens de chercher un petit peu. Alors, sur un plan professionnel,
je ne sais pas si c'est le mot rêve qu'il faut que j'emploie, mais j'ai quand même envie de continuer encore un moment, c'est évident, et tout en ayant plaisir à rester à la fois expert comptable ou enseignante, puisque j'enseigne aussi, parce que j'y trouve beaucoup de joie et de plaisir, et que ben, je mets mes compétences au service de mes clients ou de mes élèves. Donc ça, rester toujours motivé, voilà, rester toujours. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, il faudra que je pense à ma retraite un jour ou l'autre, quand même si je la vois. Et dans ce cas-là, ben, je pense que j'aurais envie d'arrêter de stresser. C'est-à-dire c'est ça. Donc, en fait, plus sereine, profiter encore de la vie, de la chance qu'on a de vivre à la fois dans une belle région, mais peut-être aussi découvrir d'autres pays, vivre un peu plus pour moi, parce que je pense que je m'oublie beaucoup, comme beaucoup, hein, il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs, surtout quand on est chef d'entreprise, mais bon, vivre un peu plus pour moi, voilà, l'envie d'arrêter de penser, je pense trop en fait, on me dit toujours que j'arrête pas. Et en boucle. Voilà, j'ai mon cerveau qui n'arrête. Alors, même si je ne suis pas quelqu'un de créateur, c'est-à-dire je ne suis pas géotrouve-tout, hein, je ne trouve pas forcément des idées à la minute, mais je pense systématiquement. Tout me. Voilà. Donc, plus de sérénité, plus de calme, profiter mieux de la vie encore, je pense. Même si c'est des bonheurs tout simples, hein, moi, ça me va très, très bien. Hein, mais voilà, peut-être prendre du temps pour moi et profiter un peu plus de la vie et m'occuper de mes enfants aussi, parce que je vais leur rendre hommage ce soir. J'ai 2 enfants formidables, une belle fille formidable, une maman formidable. Et c'est vrai que je les malmène un peu souvent. Voilà. Je reconnais que mon exigence est telle que parfois tu les malmènes un petit peu. Et donc, c'est la prochaine marche que tu as envie de monter pour, en tout cas, lâcher prise et être beaucoup plus sereine avec toi-même, puisque bah, c'est vrai que c'est toujours, voilà, c'est pour être plus en paix, encore mieux, quoi. Hein. C'est la quête qu'on a tous dans ce monde, hein, forcément. Mais je pense que ça va passer par penser plus à moi et à ma famille, effectivement. Oui, c'est ça. La voie, ça va être celle-là. Tant que je vais avoir des obligations professionnelles ou sociales, je vais être toujours dans l'envie de répondre à des besoins, d'apporter des solutions. Et alors que plus tard, j'espère que simple voir. Déjà aujourd'hui, c'est le cas, hein, mais bon, quand je vois mes fleurs pousser ou une belle journée, je suis contente. Voilà. Mais bon, ce sera. On me dire, mais derrière, il faut que je fasse encore ça, il faut que je fasse encore ça. Comme en vacances, voilà. Apprendre à lâcher prise, apprendre à dire non aussi. Et je ne sais pas si j'y arriverai un jour, parce que ça, c'est très compliqué pour moi. J'ai du mal à savoir dire non, ça c'est vrai. Mais plus, effectivement, plus tu vas arriver à te préserver, en tout cas, plus tu vas te sentir mieux. En tout cas, bravo, parce que rien que déjà le fait d'avoir posé, tu vois, d'avoir pris conscience de, voilà, on a tous des points sur lesquels on a envie de progresser et dont on sait que c'est ceux-là qui vont nous faire avancer, bah forcément, c'est déjà une partie de gagner, quoi. Et trouver cet équilibre en tant que femme, hein, comme tu dis, quand sa carrière est importante et prenante et nous plaît, cet équilibre, à un moment donné, on a besoin de le trouver aussi pour soi et pour se sentir mieux. Hein. Super. Bon, ben, en tout cas, c'était un vrai plaisir, Corinne, de t'accueillir, de découvrir la femme incroyable que tu es derrière en fait, toute cette jolie carrière, hein, cette femme chef d'entreprise, cette femme dans le milieu associatif, cette femme dans le couple, cette femme maman. En tout cas, vraiment bravo pour toute ton implication, toute l'énergie, la simplicité, l'empathie, tout le côté, toutes les valeurs humaines que tu mets, qui servent ta vie, qui servent le milieu associatif et professionnel. En tout cas, c'est comme je le disais tout à l'heure en préambule, c'est vraiment une chance de t'avoir comme présidente pour porter en tout cas ce syndicat patronal. Et surtout dans un moment comme on l'est aujourd'hui,
c'est d'autant plus important de se sentir entouré, rassuré, avec une certaine pédagogie, et ça, c'est vraiment toi. Donc en tout cas, grand merci. Vous pouvez retrouver Corinne sur les réseaux sociaux, sur son Facebook Corinne Inesti, sur le Facebook et LinkedIn la CPME 13, et puis on mettra ses coordonnées aussi dans le replay, en dessous le replay, donc si vous voulez la contacter, vous pourrez la contacter. Et puis bah, aussi les coordonnées de ton cabinet d'expertise comptable. Voilà, dont je vous recommande les services de Corinne, qui est une grande professionnelle et dont j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Corinne, qui est toujours là et qui trouve des solutions à tout. Donc, c'est assez magique. Et puis, si vous voulez me retrouver, eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon nouveau site internet qui vient de sortir, www.emanel.com. Et puis, si vous rencontrez, en tout cas, que vous avez envie de gagner en sérénité, en excellence et révéler votre pouvoir féminin dans votre entreprise, eh bien, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Et merci d'avoir été là jusqu'au bout pour écouter Corinne. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine émission sera le 15 juillet et j'aurai l'honneur d'accueillir Nora Lutway, qui est créatrice de la marque Knowledge You, qui est basée à Nice, qui est une marque de vêtements de running lifestyle pour les femmes. Donc, qui a un magnifique parcours. C'est une marque qui a 4 ans. Donc une toute jeune marque et en tout cas qui a des belles valeurs humaines et qui, vous découvrirez, qui met en valeur en tout cas dans ses fournisseurs des sociétés au niveau de l'Europe et au niveau de la France, et sur des produits assez techniques et jolis pour les femmes pour faire en tout cas du sport. Donc, encore une fois, Corinne, merci. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Emmanuel et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.